je suis Dominique Burgeon, je suis le directeur du bureau de la FAO à Genève. Nous avons vu que la pandémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel de millions de personnes. Donc, peut-être pour commencer justement, quel a été justement l'impact de la Covid-19 et a-t-on des chiffres et est-ce que la situation est critique en ce moment? Je vous remercie. Tout d'abord, je pense qu'il faut effectivement tirer la sonnette d'alarme. La situation est en effet très sérieuse. Et ce qui est clair, c'est que même avant la pandémie de Covid-19, nous n'étions déjà pas en bonne voie pour éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes dans le monde d'ici 2030. Et ce qui est clair, c'est que la pandémie a rendu cet objectif plus difficile. La pandémie a exacerbé les tendances que nous observions. Et si on regarde les chiffres qui font effectivement l'objet du rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, on voit qu'il y a eu une forte augmentation au cours de l'année dernière, puisque nous estimons qu'il y a qu'il y a eu en 2020 entre 720 et 811 millions de personnes en situation de sous-alimentation. Donc, si on prend la fourchette intermédiaire, on a 768 millions de personnes qui sont en situation de sous-alimentation. Donc, si maintenant on regarde effectivement le nombre de personnes qui ont eu des difficultés à avoir accès à une alimentation stable au cours de l'année écoulée, on voit que ce chiffre est même beaucoup plus élevé puisqu'on estime que ce sont en fait 2,37 milliards de personnes qui sont dans cette situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Et là, on voit que ce sont 320 millions de personnes supplémentaires qui sont confrontées à cette situation essentiellement liée à toute une série de paramètres, mais de nouveau qui ont été exacerbés par la situation de la Covid-19. Et donc, y a-t-il justement des pays ou des régions qui sont plus touchées que d'autres? Et donc, quelles sont les raisons principales? Bon alors, tout d'abord, je pense qu'il faut effectivement se rendre compte que cette situation affecte différemment les différentes régions du monde. Et je dirais de façon vous ne serez pas surprise d'apprendre qu'en fait, une personne sur cinq qui a été confrontée à la faim, donc à la sous-alimentation en 2020, vivait en Afrique. Ce qui correspond au double de la proportion des autres régions, puisqu'en fait, on est autour de 9% de la population en Asie, 9% de la population en Amérique latine et dans les Caraïbes. Maintenant, effectivement, je vous parlais en matière de pourcentage, mais si maintenant on regarde en matière de nombre absolu, il est clair que l'Asie reste le continent le plus affecté, puisqu'on a en fait 418 millions de personnes en situation de sous-alimentation qui vivent en Asie, 282 en Afrique. Mais de nouveau, pour revenir à votre question initiale par rapport à l'impact de la pandémie et à la détérioration de la situation que nous avons connue au cours de l'année 2020, en fait, on voit que de nouveau en Afrique, on a eu 46 millions de personnes supplémentaires qui ont été affectées par cette situation, 57 millions en Asie et aussi 14 millions justement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc on voit effectivement qu'il y a eu, je dirais presque un emballement au cours de l'année 2020, de nouveau exacerbé par la situation de la pandémie. Mais maintenant, pour revenir à votre question sur les causes et les moteurs de ces tendances, en fait, le rapport identifie des facteurs externes et des facteurs internes. Alors, sur les facteurs externes, en fait, la FAO, mais aussi les 4 autres agences qui travaillent conjointement à la publication de ce rapport, c'est-à-dire donc la FAO, le Programme alimentaire mondial,
le FIDA, l'OMS et l'UNICEF. Donc, ont, au cours des dernières années, identifié, si vous voulez, moteur par moteur de ces tendances, ont identifié la question de l'impact des conflits, la question de la variabilité et des extrêmes climatiques, mais aussi les ralentissements économiques et les récessions économiques qui ont effectivement affecté les pays, qui affectent toute une série de pays. Le tout étant, je dirais, venant sur une situation où on a effectivement une grande pauvreté et des inégalités qui subsistent en tant que facteur externe, et puis le facteur interne qui étant le caractère inabordable des régimes alimentaires. Donc tout ça, évidemment, tous ces paramètres agissent de façon différente en fonction des contextes, mais on a, par exemple, pu observer que quand on n'avait pas ces moteurs, donc que sont essentiellement les conflits, la variabilité, les extrêmes climatiques, mais aussi les ralentissements et récessions économiques, en fait, on pouvait avoir une diminution des niveaux de sous-alimentation de l'ordre de 3%. Alors que quand on est dans des situations où on a ces facteurs seuls ou en combinaison, et quand ils agissent de manière simultanée, c'est-à-dire on a des situations de crise économique dans des pays en conflit ou en plus on a des extrêmes climatiques, eh bien on voit qu'on peut avoir des augmentations assez spectaculaires de l'ordre de 12%. Et donc, je pense que c'est vraiment là qu'est le nœud du problème, de pouvoir bien comprendre ces principaux moteurs de ces tendances pour après, évidemment, pouvoir agir là-dessus. Et savons-nous quelles sont les personnes les plus touchées? Est-ce que ce sont les femmes, les enfants, les jeunes? Est-ce qu'il y a une partie de la population qui est le plus touchée ou vraiment ça touche tout le monde, cette insécurité alimentaire? Alors, je vous remercie de poser cette question-là parce que, évidemment, comme toujours, ce sont les personnes les plus vulnérables qui ont été particulièrement affectées. Et dans cette optique-là, on se rend compte que, par exemple, il y a eu une augmentation qui affecte, si vous voulez, plus fortement les femmes. Donc, les femmes sont proportionnellement 10% plus affectées en nombre que les hommes. Et de nouveau, c'est lié à la situation de la pandémie et justement au fait que toutes ces tendances qu'on observait par rapport à l'impact sur les femmes, des difficultés à effectivement accéder à la terre, accéder aux prêts, etc., est beaucoup plus compliqué pour les femmes. Et tout ça dans un contexte où finalement les femmes continuent à devoir s'occuper de leur ménage dans des conditions finalement qui sont rendues beaucoup plus difficiles par la situation de la pandémie, tant en matière d'accès à des vivres de qualité, qu'accès à des quantités suffisantes d'aliments. Donc tout ça venant ensemble, finalement, a de nouveau exacerbé les tendances et compliqué davantage la situation des femmes en particulier. Et est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises par les gouvernements ou pour atténuer justement la retombée négative de la pandémie sur les systèmes alimentaires, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des gouvernements? Est-ce qu'il y a une solution à ce problème-là? Alors, pour être précis, il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les agences qui ont travaillé à la réalisation de ce rapport, finalement, se sont appuyées sur les analyses qui ont été faites au cours des dernières années et ont utilisé finalement les moteurs, les causes profondes de cette détérioration de la sécurité alimentaire qu'on a observée au cours des dernières années et qui s'est accélérée du fait de la pandémie pour définir, pour identifier 6 pistes qui permettent de s'attaquer effectivement à ces principaux facteurs à l'origine des tendances qu'on a évoquées et qui permettraient de finalement transformer
les systèmes alimentaires pour les rendre plus résilients, plus durables, plus efficaces et plus inclusifs. Et donc, ce sont effectivement des pistes qui ont trait à, par exemple, l'intégration des réponses humanitaires, de développement et de paix, qui ont trait au renforcement de la résilience face aux aléas climatiques, au renforcement de la résilience par rapport aux chocs économiques, aux interventions qui permettent de diminuer les coûts d'une alimentation saine, aux interventions, enfin, qui permettent de travailler sur les questions de la pauvreté et qui sont des interventions vraiment destinées aux populations les plus pauvres. Et enfin, identifier des solutions qui permettraient de travailler au changement des habitudes alimentaires des populations. Et je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas une recette, il n'y a pas une seule recette, mais il y a vraiment ce que ce rapport met en évidence, c'est qu'il faut que nous travaillions en appui au pays pour leur permettre finalement d'avoir une bonne analyse complète de la situation qui leur permette d'utiliser de la meilleure façon ces pistes, mais aussi de faire le lien avec les autres systèmes, tels que les systèmes de santé et les systèmes éducationnels, pour effectivement pouvoir travailler sur tous ces moteurs. Par exemple, une des pistes, un des problèmes qui est mis en évidence par ce rapport a trait à la malnutrition. Donc les progrès en matière de malnutrition sont soit très faibles, soit inexistants. Par exemple, on voit qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des progrès. Si on parle en matière de réduction du déficit de croissance, par exemple, mais on voit que c'est loin d'être suffisant. On voit qu'il y a des progrès qui sont faits en matière d'allaitement maternel exclusif. Ils existent, mais ils sont insuffisants. On voit là, par exemple, sur cette question de l'allaitement, que évidemment, l'éducation nutritionnelle est très importante. Donc, c'est vraiment des actions qui ne sont pas uniquement liées au secteur agricole, mais qui interagissent avec les questions de protection sociale, de santé, d'éducation. Donc, allons-nous réussir à éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde d'ici 2030? Et si oui ou non, que faut-il faire encore? Bon, je pense qu'il est très clair que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Donc, les tendances, ce que nous pensions il y a quelques années n'être qu'un événement unique, c'est-à-dire quand on a observé qu'il y avait pour la première fois dans des décennies une nouvelle augmentation du nombre de personnes en situation en sous-alimentation, donc dans des situations de faim. On croyait que c'était un événement unique. Malheureusement, c'est devenu une tendance au cours des dernières années. Et donc, nous ne sommes certainement pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs visant effectivement à éradiquer la faim et toutes les formes de malnutrition. Comme je l'ai dit, le nombre de personnes est en augmentation. Il est en augmentation depuis 2014 et on a vu une forte accélération liée à la pandémie de la Covid en 2020. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est qu'on s'appuie notamment sur les principaux événements qui vont avoir lieu dans les prochains mois, notamment le sommet sur les systèmes alimentaires, mais aussi un sommet sur la nutrition qui se tiendra, je pense, à Tokyo dans les prochains mois, pour effectivement mobiliser les énergies politiques à tout niveau pour pouvoir mettre en œuvre des solutions telles que nous les avons, des analyses d'abord, puis des solutions, et pour mettre en place des portefeuilles cohérents de politique et d'investissement qui nous permettraient de renverser cette tendance, je dirais, au strict minimum et de continuer à œuvrer à l'échelle
pour tendre au moins à cet objectif de fin zéro en 2030. Si on continue à la même tendance, et si on n'a pas, je dirais, d'action forte, on voit qu'on pourrait encore avoir 660 millions de personnes qui seraient sous-alimentées en 2030, ce qui est loin de l'objectif que la communauté internationale dans son intégralité s'est fixé.